Salut à tous, bienvenue dans le podcast Hors-jeu Capital 100% PSG, 56e numéro déjà, une occasion de vous rappeler encore une fois, merci à tous les commentaires, tous les likes, toutes les réactions sur les podcasts, on vous remercie. Et je vous rappelle, c'est la tâche hebdomadaire, mais de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United, de liker, de commenter, de parler autour de vous. Voilà, le podcast prend bien, on est très content des retours, donc voilà, on espère que ça continuera comme ça. Et justement, on va essayer encore une fois de vous faire une très belle heure d'émission avec nous pour parler de l'actualité du Paris Saint-Germain. Et oui, il y en a toujours de l'actualité avec ce club. Avant de vous parler du sommaire de l'émission, je vais vous présenter l'équipe qui va m'accompagner aujourd'hui. Tout d'abord, Mousse qui est avec nous. Ça va, Mousse? Salut Hugo, salut tout le monde, ça va très bien, merci. Également avec nous, Yacine Amned, comme toujours, fidèle au poste. Ça va, Yass? Ouais, ça va, merci. Et enfin, le dernier avec nous, il a déjà participé au podcast la dernière fois, il y a quelques semaines de cela. On avait parlé déjà un peu de la relation Leonardo-Tourelle. Vous avez compris, ça va être un peu notre cheval de bataille aujourd'hui. On était ensemble hier au Late, c'est le consultant de Canal+, Geoffroy Garretier. Ça va, Geoffroy? Salut tout le monde. Tu sais, Hugo, quand normalement on dit le dernier, mais pas le moindre. C'est ça l'expression. Donc c'est sympa d'avoir oublié. Bon, ça va, Geoffroy? Merci d'être avec nous. Ça va très bien, les gars. On va avoir beaucoup de sujets à développer aujourd'hui. Et notamment en première partie de notre podcast, on reviendra sur la relation entre Leonardo et Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien, qui sont un peu détériorés, voire compliqués sur certains dossiers. Ce sera l'occasion d'en parler avec Geoffroy, justement, qui en a parlé dans la formidable émission du Late Football Club, tous les soirs du lundi au vendredi sur Canal+, où tu étais revenu sur le conflit entre les deux protagonistes parisiens mardi dans l'émission. Et on terminera quand même, parce que c'est l'actu chaude, les cas de Covid au Paris Saint-Germain. 3 nouveaux cas hier qui ont été déclarés positifs au sein de l'effectif. Ça fait 6 après les 3 de mercredi. Ce sera l'occasion d'en parler en fin de podcast. On va donc commencer, comme je vous le disais, par la relation entre Leonardo, le directeur sportif brésilien, et Thomas Tuchel, l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain. Geoffroy, je vais me tourner vers toi en premier. Ton intervention dans le Late mardi a déchaîné les foules sur la twittosphère. Tu as dit que la guerre faisait rage entre les deux, qu'ils ne s'appréciaient pas, qu'ils ne s'entendaient sur aucun dossier, que ce soit sur le management, la tactique, le jeu proposé, le mercato. Qu'en est-il précisément? Est-ce que tu peux recontextualiser tes propos pour ceux qui nous écoutent? Qu'en est-il? Je pense que le résumé que tu as fait est le bon et correspond à la fois à ce que j'ai dit mardi dans le Late et à la réalité. C'est-à-dire que de manière claire et nette depuis le début, c'est-à-dire depuis le retour de Leonardo au sein du PSG à la fin du printemps 2019, il y a une véritable guerre de position entre les deux hommes. Au départ, c'était une guerre à fleur et moucheté, puisqu'en fait, c'était juste, j'ai envie de dire, un conflit normal, presque de société, pour le pouvoir. Lorsque Antero Henrique, qui était quelqu'un de très discret, a quitté le PSG, Tourelle s'est dit formidable, en gros, je vais pouvoir occuper non seulement tout l'espace médiatique, mais avoir la main sur tous les dossiers concernant le sportif, pour faire de lui en fait un véritable manager général à l'anglaise, où il aurait la main sur tout. Manque de peau, pour le coup, Léo revient, et Léo entend évidemment retrouver sa prépondérance, c'est-à-dire être une sorte de président délégué derrière Nasser, et donc de gérer lui aussi tout. D'ailleurs, qu'est-ce qu'a fait Léo d'emblée? C'est dire que l'institution du PSG était au-dessus de tout, remettre l'église au centre du village, gérer de manière assez fine le dossier Neymar, à tel point que pendant quelques semaines, Tourelle s'est retrouvé en retrait. Bon, ça ne pouvait évidemment pas durer. On résume, on ne va pas faire toute la saison. Maintenant, qu'est-ce qui nous occupe? Qu'est-ce qui est important dans la gestion de l'après-finale de Ligue des Champions? C'est bâtir une équipe compétitive pour aller à l'étape au-dessus, c'est-à-dire quelque part chercher la Ligue des Champions, qui s'est refusée au PSG de manière assez nette quand même en finale. Et de ce fait, pour ça, dresser une sorte d'état des lieux apaisé, nettoyé du club, pour que justement tout le monde soit d'accord sur la méthode à employer pour aller chercher la Ligue des Champions. Or, sur tous ces points-là, c'est un bazar incroyable. Comment on peut imaginer? Et moi, je recherche, vous me connaissez, les amis, je ne recherche pas le buzz. Je ne recherche pas la petite phrase. Je ne suis pas du tout dans cette logique-là. Mais quand on traite un sujet qui est le Paris Saint-Germain sous tous ses aspects, on est obligé de dire certaines choses. Voilà. Et donc, depuis le retour de Lisbonne, au lieu de faire l'union sacrée, de débriefer et de tous se remettre dans le même sens, tel un seul homme pour aller remplir l'objectif, au contraire, les disputes éclatent au grand jour. Voilà, c'est ça qui me pose problème, personnellement. En tout cas, je pense que ça mérite d'être dit. Voilà. Alors,
je vais juste déjà parler du mercato, puisque en fait c'était un des aspects. Un des points de désaccord entre les deux. Voilà. Alors, après mes propos, j'ai cité 4 exemples. J'ai cité l'exemple de Milinkovic-Savic, de Skriniar, de Tagliafico dans le sens des arrivées et de Draxler dans le sens des départs. On m'a dit, ah ouais, mais qu'est-ce que tu racontes, n'importe quoi, Tagliafico. Non, mais Tagliafico, je n'ai pas dit que c'était maintenant. Ça a commencé à la fin du mois de mai. Tagliafico, on en parle au PSG, et Leonardo est très chaud dessus, à la fin du mois de mai. Durant les semaines qui suivent, Tourelle fait savoir que ça ne l'intéresse pas. Et d'ailleurs, au final, qu'est-ce qui se passe? Kurzawa re-signe. À la surprise générale, quand même. Tout le monde voyait Kurzawa partir. Hop, il re-signe. C'était quand même, à mon sens, un signe assez important. Bon. Le deuxième point, Milinkovic-Savic. Il n'y a pas eu, évidemment, d'offre formelle sur la table de la Lazio. En tout cas, c'est au sens où on l'entend. Mais le dossier était quasiment bouclé. Leonardo a fait tout ce qu'il fallait pour que le dossier se fasse. Au bout du compte, il n'est toujours pas au PSG. Troisième cas, Skriniar. Alors là, c'est actuel. Le joueur s'est exprimé. À l'Inter, il y a un sujet. Skriniar, c'est possible qu'il vienne, mais c'est pareil. Tourelle n'en veut pas. D'ailleurs, Tourelle voulait prolonger Thiago Silva. Enfin, dernier point, Draxler. Draxler, c'est de notoriété publique que le club n'en veut plus. Le Draxler a un énorme salaire. On rappelle qu'il est à presque de 700 000 euros par mois. Son rendement est plus que décevant. En gros, il ne sert pas à grand-chose. Il faut le dire par rapport à son statut, à sa réputation et à son talent présumé, il ne sert à rien. La solution la plus évidente serait de le revendre, notamment en Allemagne. J'ai parlé de Leverkusen. Je crois qu'il y a un autre club qui est sur le coup. Hertha Berlin aussi, qui était chaud sur l'hiver. Hertha Berlin, tu as raison. Comme c'est un compatriote de Draxler et que, on va dire, sur un plan des agents, il y a une proximité, Tourelle n'en veut pas. Ça fait donc 4 cas avérés, et il y en a sûrement d'autres que je ne connais pas. 4 cas avérés où les deux hommes sont en désaccord. Au bout du compte, c'est quoi le mercato du PSG pour l'instant? Je vous écoute. C'est quoi? Il n'y a rien. Ouais. Mousse, je me tourne vers toi. Des infos qu'on a. On ne sait pas sur rien. Pour l'instant, le mercato est très compliqué. Alors, Geoffroy l'expliquait, c'est aussi dû au fait que Leonardo et Tourelle ne s'entendent pas sur les pistes et les joueurs à choisir pour le Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui revient sur la table depuis longtemps entre les deux, qui fait que ça coince entre les deux, quoi. Alors, il y a beaucoup de choses qu'a dit Geoffroy sur lesquelles je suis totalement d'accord, notamment sur la mauvaise relation. Après, quand on parle de mauvaise relation, il faut toujours comparer, en fait. Et avec qui on peut comparer? On peut comparer avec Antero Henrique. Et avec Antero Henrique, c'était beaucoup plus violent qu'entre Leonardo et Tourelle, parce que Leonardo, c'est quand même quelqu'un de très diplomatique, on va dire, il sait faire. Donc, le dialogue n'est pas complètement rompu entre Tourelle et Leonardo. Mais sinon, c'est vrai, Geoffroy a raison. En fait, quand Leonardo arrive l'été dernier, il espère, comme Antero Henrique, quand il arrive en 2017, il espère ramener son coach. Sauf que comme le choix a été dicté par Doha, eux n'ont pas voulu faire marche arrière et malgré la défaite et l'élimination face à Manchester, ils n'ont pas voulu se désavouer parce que c'était leur choix. Donc, ils ont préféré le garder. Donc, ce qu'a fait Leonardo, c'est qu'il a été très complaisant l'été dernier parce qu'il a validé le travail qu'avait commencé Enrique. Donc, les Navas, Navas, c'était Enrique. Ouais, Herrera aussi. Herrera. Gay, ça avait déjà négocié, mais bon, Enrique n'en voulait pas. Mais c'est vrai qu'on en avait déjà parlé pour l'hiver. Lui avait préféré faire venir Paredes. Exactement, ouais, tout à fait. Donc, en gros, Leonardo, je ne veux pas dire qu'il s'est couché, mais en tout cas, voilà, il a accepté parce qu'il venait d'arriver, donc il a validé Diallo, etc. Aujourd'hui, il aimerait avoir la main, et c'est compliqué. Il faut aussi dire que Thomas Tuchel, ce n'est pas quelqu'un de facile à vivre et avec qui on peut travailler facilement au quotidien. On le sait, on a vu ses expériences à Mayence, à Dortmund, donc on ne peut pas non plus... Voilà, on peut pas non plus. Le livre de Paulo Breitner qui expliquait aussi le fait que c'était pas le vrai Thomas Tuchel qu'on a vu à ses débuts au Paris Saint-Germain, qui était très dans la calinothérapie, etc. Voilà. Donc évidemment que ça doit coincer, au niveau des transferts. Là où peut-être je serais peut-être moins d'accord avec Geoffroy, c'est sur le cas de Draxler. Le cas de Draxler, en fait, l'année dernière, j'aurais été d'accord avec toi, Geoffroy. L'année dernière, il voulait pas s'en séparer. Cette année, en plus, il sait qu'il est en fin de contrat.
Il compte plus trop sur lui. Alors, je sais qu'avec l'agence Rogon, il y a une vraie proximité et là-dessus, tu as totalement raison, Geoffroy. Mais je pense quand même que je ne crois pas qu'il bloquera le départ de Draxler parce que il est aussi déçu par son rendement. Et d'ailleurs, il a beaucoup moins joué cette saison que lorsque Thomas Tuchel arrive. Parce qu'il me semble quand même que dans l'esprit de Tuchel, Draxler, c'est le remplaçant naturel de Neymar. Mais c'est vrai que cette année, que ce soit aux entraînements et même en match, que ce soit Tuchel et son staff, n'ont pas été très, très, très contents du rendement de. Donc là-dessus, je ne suis pas sûr, Geoffroy, que Non, mais, Thomas Tuchel bloque le départ. Mousse, Et après, j'irai voir. il y a bloqué pour des raisons de fond et il y a bloqué juste pour la forme. Oui. Tu peux mettre des bâtons dans les roues, mais au final, être d'accord sur la nécessité de faire cette action. Je pense que tout le monde est d'accord sur Draxler, mais je pense que Tourelle, ça l'arrange, on va dire, de dire non à Leonardo, même si ce non, à un moment, doit se transformer en oui. Juste, par rapport à Léo, tu dis, il est diplomate, et donc c'est moins violent qu'avec Enrique. Cela dit, sur le fond, tu as évidemment raison. Léo, c'est la diplomatie. On le sait, c'est comme ça qu'il séduit d'ailleurs tout le monde, y compris nous, les médias. Mais les dernières semaines, au sein du PSG, Leonardo a montré une mauvaise humeur qu'il n'avait absolument jamais montrée par ailleurs, notamment dans son retour de Lisbonne, où il a ouvertement dit qu'il avait vécu l'expérience de Lisbonne comme un calvaire quasiment, et qu'il était content de rentrer parce que ça s'était fait chier là-bas. C'était à peu près les mots qu'il a prononcés. Mais là, il parle du fait d'être enfermé à Lisbonne, etc. Il ne parlait pas spécialement de la relation avec Tuchel. Non, du fait d'être enfermé, mais ça veut dire quoi? Voilà. Quand tu es le directeur sportif du PSG, ce qui est son cas, tu ne prononces jamais ce genre de phrase. Surtout quand tu arrives par être finaliste de la Ligue des Champions, un an après ton retour. C'est-à-dire que, en gros, tu es censé quand même en profiter et mettre ça de manière habile à ton crédit. Donc, si tu veux, Leonardo exprime quand même, à mon sens, ces temps-ci, un malaise qu'on n'avait jamais vu exprimer depuis son arrivée au PSG à la première époque. Et c'est pour ça que ça m'a conduit à dire, mardi soir, tu faisais référence au Lille Football Club, Hugo, qu'il est possible qu'à la fin de saison, il n'y en ait plus aucun des deux. En tout cas, je ne suis pas certain que dans la guérilla qui se prépare, enfin qui existe entre les deux hommes, ce soit Leonardo le vainqueur et le mieux placé. Yas, pour résumer un peu tout ça, il y a aussi un dossier qui a cristallisé les tensions entre Thomas Tuchel et Leonardo, c'est le cas de Thiago Silva. Et on le sait très bien, Thomas Tuchel voulait le garder, le prolonger pendant un an au sein de son effectif, mais Leonardo avait dit dès la mi-juin dans un entretien accordé au JDD, au journal du dimanche, que c'était niette et qu'il ne renouvellerait pas les fins de contrat. Donc, et puis surtout que nous, on l'avait annoncé en exclusivité depuis le mois de février. On était les premiers à sortir l'info sur Silva. Oui. Et puis il y a aussi les propos de l'agent de Thiago Silva, Paulo Tonietto, Yacine, qui remettent un peu de braise sur le feu en confirmant un peu cette thèse, comme quoi Leonardo essaie de revenir au dernier moment, mais que c'était déjà fait avec Chelsea. Donc c'est vrai qu'avec une saison qui reprend et qui ne part pas sur des bases très saines, ça paraît compliqué pour cette saison, en tout cas au moins pour boucler les dossiers mercato, alors que le championnat est censé reprendre jeudi prochain. Ouais, il y a beaucoup de choses. En fait, il y a la première chose, c'est Tuchel. Je pense que la relation de l'été 2019, c'est Leonardo qui lui dit, en fait, les joueurs que tu voulais, voilà, de toute façon, c'est fait pratiquement pour la plupart. Je te les donne, on verra. Bon, à l'arrivée, malgré tout, tu as quand même des déceptions. Notamment Gay. Gay, il est dessus depuis 1 an et demi et on voit bien que la saison qu'il fait, voilà, ça donne pas satisfaction. La deuxième chose, je pense que c'est une lutte pour savoir qui a vraiment le dernier mot sur le recrutement. Et moi, je vais sortir de cette guerre-là. En fait, l'histoire, elle est très simple. Dans le foot, il y a 2 façons de faire. Soit on donne les clés à l'entraîneur, il choisit ses joueurs. Soit il y a un directeur technique qui ramène les joueurs et l'entraîneur, il s'adapte. Voilà. Mourinho, par exemple, c'est un entraîneur qui aime ramener ses joueurs. En tout cas, il a des profils bien établis, etc., sur ce qu'il veut faire. Où on a, par exemple, aussi l'exemple de Séville, où tu as Monchi qui choisit tous les joueurs et l'entraîneur, il s'adapte. Et en fait, moi, je pense que Paris ne peut pas donner les clés à Tuchel. Parce que l'entraîneur, quoi qu'il arrive, même le directeur sportif, mais en tout cas l'entraîneur, il est là pour un temps limité. Et si tu donnes les clés à l'entraîneur en faisant signer des contrats longue durée, en fait, il s'en va dans 1 an. Le prochain coach, il est obligé de se coltiner les joueurs. Alors que si c'est le directeur sportif, il a normalement une ligne de conduite par rapport à des ambitions de jeu, de résultats, etc. Et l'entraîneur, mine de rien, c'est aussi ton métier,
de t'adapter. Tu ne peux pas avoir toujours tous les joueurs dont tu as envie. Donc, moi, je pense que la guerre, elle est plus dans qui veut le pouvoir, qui va l'avoir. Voilà, en gros, Tourelle, il se dit, moi, je veux décider de qui je veux recruter, peu importe que je sois là pour 1 an ou pour 5 ans, c'est moi qui décide. Et Leonardo, il dit, non, si on m'a fait revenir, c'est que c'est moi le patron du sportif. Donc, je peux pas, c'est pas toi qui va valider à un moment donné les joueurs que je vais faire. Donc, en fait, on n'est même pas dans une lutte pour enfin, on est dans une lutte de pouvoir. Voilà, c'est même pas une question de football de terrain, c'est une question de pouvoir. Voilà. C'était exactement mon point de vue de départ d'ailleurs. Hein. C'est entre ces deux hommes, il ne peut pas y avoir de juste milieu. C'est l'un qui aura le pouvoir ou l'autre. Voilà. Et avec comme conclusion possible qu'au final, ce soit ni l'un ni l'autre. C'est ça veut dire qu'il pourrait y avoir des dégâts et que les deux, que ce soit Nasser Al-Khelaifi qui a pris du recul, alors, sur le sportif, etc., dans l'espace médiatique, qui viennent arbitrer entre les deux, en gros, qui prennent la décision. Nasser, vous connaissez Nasser, sa façon de faire. C'est un monarque, en tout cas au PSG, et le monarque est capable parfois de diviser pour mieux régner. Ça a été une de ses marques de fabrique. Ce sont des choses qui sont connues en interne, même s'il ne le dit pas. C'est quelqu'un qui a un caractère aussi beaucoup plus affirmé qu'on ne veut bien le croire, parfois. Et encore une fois, la situation, en tout cas, c'est les infos que j'ai, l'énerve, parce que cette discordance au sein du club entre deux hommes aussi puissants, et je ne parle même pas des discordances qu'il peut y avoir dans les étages inférieurs et notamment jusqu'à la formation, mais cette discordance entre les deux hommes, elle agace les actionnaires. Hein. Et encore une fois, il est possible que Nasser soit obligé à un moment d'intervenir. Mousse. Après, sur Thomas Tuchel, il faut bien comprendre qu'au Qatar, ce qui compte, c'est les résultats. Ce n'est pas le contenu ou la façon d'arriver à l'objectif. Leonardo, comme Thomas Tuchel, ont eu des objectifs en début de saison. Pour Thomas Tuchel, c'était évidemment de remporter les 4 trophées et de passer ce fameux cap des quarts de finale. Ce qu'il a fait, il a largement dépassé les objectifs parce qu'il est arrivé en finale. Et ça, le Qatar ne regarde que ça. C'est-à-dire que Thomas Tuchel, c'est l'entraîneur qui a aujourd'hui qui a fait la meilleure saison de QSI. Alors peut-être pas dans le contenu, mais dans le résultat, finaliste de Ligue des Champions et remporte les 4 trophées nationaux. On connaît évidemment les conditions dans lesquelles tout ça a été gagné, mais force est de constater quand même que lui a atteint ses objectifs. Pour Leonardo, est-ce qu'il a atteint tous les objectifs? Pas vraiment. Parce que déjà, au Qatar, on n'est pas très content de la gestion des cas des 2 petits jeunes et surtout de Tanguy Kouassi. Qu'il n'a pas réussi, ou en tout cas qu'il n'a pas persuadé le jeune de signer. Pour Aouchi, c'était peut-être un peu moins grave, mais pour Tanguy Kouassi, et en plus, le voir filer au Bayern, un club qui est toujours dans la critique du Qatar, ça les a doublement énervés. Et il a un autre objectif, Leonardo. Qui était la critique? Oui, parce que maintenant ils sont sponsorisés, donc. Ils sont un peu calmés. Oui. Ils sont un peu moins violents que maintenant. Exactement, voilà. Et le deuxième objectif, évidemment, c'est de prolonger les 2 stars de l'effectif, Neymar et Mbappé. Et ça aussi, Léo, il sera jugé en fin de saison pour ça, parce que s'il ne réussit pas, et si par exemple il n'arrive pas à prolonger Mbappé, ça peut poser aussi problème. Donc là, pour l'instant, Thomas Tuchel, pour moi, il a plus de crédit que Leonardo aux yeux du Qatar, je parle. Hein. C'est pas mon avis, hein. C'est un fait. Le Qatar, encore une fois, il ne regarde que le résultat. Et le résultat, c'est qu'il est arrivé en finale, il a perdu simplement 1-0, il a eu des occasions. Donc, au Qatar, on se dit, on est passé à ça. Même si nous, quand on analyse le match, bon, quand on peut parler de la deuxième mi-temps, c'était autre chose. Mais pour moi, actuellement, s'il y en a un des deux qui on va dire qu'on va plus écouter, je pense que c'est Tuchel. Ouais, je pense que Léo est plus fragilisé aujourd'hui. Absolument. Même si. Vas-y, j'irai voir Yacine après, vas-y. C'est exactement les infos que j'ai en interne sur le fait que la situation, contrairement à ce qu'on aurait pu croire il y a quelques mois, la situation de Leonardo aujourd'hui est plus fragilisée. Il est même possible qu'une prolongation soit proposée à Thomas Tuchel dans les semaines ou les mois qui viennent. Voilà. Ce n'est pas à exclure. Parce que, je te rejoins totalement, Mousse, les résultats
sont prépondérants. Après tant d'années d'humiliation, de galère et de combat, pour reprendre la chanson des ultras, le fait d'avoir cassé ce plafond de verre, même si, on pourrait évidemment objecter sur plein de plans, pour eux, c'était très important. Très important, c'est une fierté d'avoir été en finale avant Manchester City. En plus dans le contexte géopolitique qui est celui du Golfe Persique. C'est très important de pouvoir dire, regardez, on y est arrivé. Voilà. Et aujourd'hui, on est enfin un club qui compte, on nous respecte. Voilà. Donc, je ne serais pas surpris, puisque Yacine, tout à l'heure, tu parlais de cette dualité entre le directeur sportif et l'entraîneur sur le choix des joueurs. On est en France dans une situation où normalement le directeur sportif a la primauté, même si on regarde à Marseille, on avait vu avec Zoubi et Garcia, c'était aussi là encore une guerre de position. Mais là, on n'a aucune garantie que le directeur sportif reste plus longtemps que le manager, que l'entraîneur. Voilà. Et du coup, effectivement, cette... On a un petit saut de connexion avec Geoffroy qui est resté figé. Ah, ça y est, on t'a retrouvé. On t'a retrouvé. C'est bon. Yacine, par rapport à ce que disait Geoffroy, je trouvais la main tout à l'heure, vas-y. En fait, pour moi, il y a plusieurs problèmes. C'est que, encore une fois, Paris va se tromper si on réagit que sur le résultat et que dans l'émotion. Je savais que tu allais venir sur ça. Ah oui, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il faut toujours analyser comment tu arrives, qu'est-ce que tu as fait toute la saison, etc. Parce que, encore une fois, je prends souvent les mêmes exemples, mais le Real Madrid qui va en finale en 2017 en 2016 en éliminant Wolfsburg, c'est pas le même parcours que le Real Madrid en 2017. Donc, tu peux pas dire les résultats, et on est dans l'euphorie et Tourelle c'est le meilleur et on va le garder, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. Et en fait, il faut toujours, malgré tout, même je sais que c'est compliqué parce que on minimise un peu les performances du PSG parce qu'ils finissent avec 25 points d'avance, etc. Malgré tout, tu as quand même un budget et un effectif qui te permettent de prendre le nombre de points que tu prends. Après que tu finisses avec 25 points d'avance, c'est de la faute des autres qui ne gagnent pas leur match, ça c'est clair. Mais toi, tes points, en fait, tu as l'effectif pour le prendre. Et si tu n'es que là-dedans en disant « Ah, on a battu le record, on a fait 97 points, on a fait 99 points », en fait, tu n'es pas dans la bonne analyse. Parce que même... En plus, tu ne les fais pas. En plus, ouais. Là, on reprend par exemple le quart de finale. Ok, Paris a mérité sa victoire. Ok, Paris a dominé, a eu plus d'occasions et a dominé. Malgré tout, tu t'en sors à 3 minutes près. Et tu ne peux pas mettre un voile là-dessus en disant c'est normal. Non, c'est pas normal. Et c'est pour ça que l'analyse de tout ça, pour moi, le problème, il est dans la politique sportive. Et les Qataris, je reprends la déclaration de El Khalifi après le match en quart de finale, je crois d'ailleurs, où il dit Neymar et Mbappé vont rester à vie. En fait, il est là le problème. Nous, on n'est pas dans l'analyse, on est toujours dans l'émotion. Et l'analyse, pour que le PSG grandisse, il faut sortir de l'émotion. Et il faut te dire où est-ce que j'ai des manques, comment travailler. C'est pour ça que je disais Yas, qu'au Qatar, moi je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'ici, il n'y a personne qui ne sera pas d'accord. Mais malheureusement, au Qatar, et ça ne concerne pas que le foot, hein, même dans les autres business, etc., ils s'entourent de gens, ce qu'on leur demande, c'est du résultat. Peu importe la manière, peu importe comment ils y arrivent, il faut du résultat. Et Thomas Tuchel, en 10 ans, c'est le seul coach qui a mené cette équipe en finale de Ligue des Champions. Donc moi, aujourd'hui, je ne vois pas comment le Qatar peut s'en séparer. Et Leonardo, juste pour finir, pour moi, c'est dommage qu'on ne le laisse pas travailler. Pourquoi je dis ça? Parce que quand même, Leonardo, ce qu'il a fait depuis le mois d'août, en termes de comportement des joueurs, etc., moi, je trouve qu'il a remis un peu d'ordre dans tout ça. Parce qu'il faut se rappeler ce qui s'est passé sous Antero Henrique et à la fin du règne Henrique, Neymar faisait ce qu'il voulait. Rappelez-vous, quand il a décidé de partir en vacances plus tôt que tout le monde, il voulait revenir plus tard que tout le monde. Henrique avait accordé tout parce que c'était Neymar et surtout, il ne fallait pas froisser le joueur. Aujourd'hui, ce que fait Leonardo, moi, je trouve que c'est bien. Alors, évidemment que Neymar, il a un statut particulier. Dans tous les clubs, ce genre de joueur a un statut particulier. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand même, Leonardo, ce qu'il a fait, notamment lors des négociations avec Barcelone, je trouve qu'il a fait du très, très bon travail. Pareil, quand il fait la réunion au camp des loges, après Dortmund, sur l'anniversaire, etc., en vérité, il n'a pas complètement tort, Leonardo. Tu vois, juste, il leur dit, les mecs,
On a un groupe professionnel, on est en 8e de finale, on n'a jamais passé les 8e depuis 3 ans. C'est pas le moment de faire la fête. Ou si vous faites la fête, faites-la discrètement. Les joueurs, ça les a vexés. Et il y a eu un petit, un petit litige, une petite embrouille au camp des loges. Ça s'est pas très très bien passé. Mais par contre, Thomas Tuchel a profité de cette situation. Il s'est rapproché des joueurs parce qu'il a compris que les joueurs étaient un peu en défiance vis-à-vis de Leonardo. Et Tuchel, lui, il a joué de ça. Et alors qu'avant, la relation entre Tuchel et le vestiaire, elle n'était pas terrible. Et en fait, c'est cette situation qui a rapproché les joueurs de Thomas Tuchel en défiant un petit peu Leonardo. Et je vous avais raconté l'anecdote à la fin de la victoire contre Dortmund au Parc. Quand ils sont au milieu du terrain et ils regardent la tribune en secouant leur maillot, et ben c'est Leonardo qui regarde en leur disant voilà, tu vois, tu nous as critiqué, et ben on l'a fait. Et ça, Thomas Tuchel, il s'en est servi. Et ça l'a rapproché de son groupe. Exactement. Je partage totalement cette analyse. C'est pour ça que je disais, et je dis régulièrement, que Tourelle, comme Leonardo, ce sont d'abord des animaux politiques, et que Tourelle est d'abord un politique avant d'être un technicien. Et d'ailleurs, on l'a vu, tu as rappelé tout à l'heure, Hugo, ses débuts au PSG avec les médias, ce côté très câlin, très séducteur. Il y avait un storytelling à véhiculer, à maintenir, à conforter. Et ensuite, on a vu le Tourelle quand il était en difficulté sportivement, c'est le gars qui ouvre le parapluie en permanence. C'est jamais de sa faute, c'est toujours laisser les blessés, etc. Voyez, donc, c'est pour ça que, en réalité, ça ne sert à rien au final de rester uniquement sur la guérilla entre Tourelle et Leonardo, et qu'il faut ramener ça sur la responsabilité ou le désir de l'actionnaire. Nous, on fait cette chronique-là pour dire attention, ça ne pourra pas durer. Mais c'est en fait l'actionnaire qui n'a peut-être pas la bonne approche. Et c'est vrai. Là, c'est dans le projet sportif, tu as raison. Je vais vous donner deux exemples. Qui pose problème. Exactement. Je vous donne deux exemples. Deux exemples de politique sportive de la part de gens qui ont fait leur preuve et qui ont fait différemment. Quand Jean-Michel Aulas était champion chaque année, il changeait d'entraîneur tous les 2 ans, tous les 3 ans maximum. Ces 7 titres consécutifs, il les a obtenus avec 4 entraîneurs différents. Et d'ailleurs, en Ligue des Champions avec ses filles, il fait quasiment la même chose. Tous les 2 ans. Voilà, vous avez eu Lair, vous avez eu Prêcheur, vous avez eu Reynald Pedros, vous avez eu Jean-Luc Vasseur, et puis dans un an, il y en aura un autre. Vous voyez, un exemple qui va vous parler, qui est encore plus proche. Chelsea, Abramovich. Donc Abramovich, il a mis 9 ans pour la gagner. Il est passé par plein de demi-finales, une finale perdue, des désillusions, des scandales d'arbitrage, des galères. Je veux dire qu'il n'a rien à envier au PSG sur les galères qui ont ponctué son chemin vers la victoire. Il a fait quoi en 2008 après la finale perdue au tir au but contre Manchester United? Et puis franchement, c'était une autre copie qu'avait rendue Chelsea ce jour-là. Eh ben, il a viré l'entraîneur. Il a remercié Avram Grant, qui était de toute façon un gestionnaire. Il est allé chercher Scolari. Scolari, ça a déconné au bout de 3-4 mois. Il l'a viré et il a mis Hiddink. Et après, il est allé chercher Ancelotti. Au bout de 2 ans, il a viré Ancelotti. Il a mis Villas-Boas. Villas-Boas, il l'a viré au bout de 6 mois et s'est dit Matteo qui gagne le truc. Voilà. Les entraîneurs à ce niveau-là. Il n'y avait pas le fair play financier à l'époque où il pouvait se permettre de dépenser beaucoup plus d'argent. Ça, je suis d'accord. Il était aussi capable de donner des indemnités de licenciement faramineux aux entraîneurs. Mais néanmoins, les entraîneurs, dans ce genre de club, et c'est le cas aussi au Real Madrid, ce sont des metteurs en scène. C'est les mecs qui vont permettre aux joueurs de s'exprimer dans les meilleures conditions. Le jour où le message ne passe plus, paf, on change. Et notre analyse à tous, et je parle en votre nom, c'est que le jeu pratiqué par le PSG est notoirement insuffisant. Je dirais même, le paradoxe, c'est que c'est cette saison où le PSG va en finale de la Ligue des Champions que le jeu a été le plus décevant et le plus dépendant du seul talent de Neymar. Où est le fond de jeu? Sur la deuxième partie de saison. Jusqu'à décembre, ça allait encore. C'était pas mal. Quand il avait mis les 4-4-2, les 4 devant. Exactement. Je suis d'accord. Mais il n'a pas été au bout de l'idée du 4-4-2 ou du 4-2-4. C'est un truc qu'il a fait contraint et forcé. Et on l'a vu dans le Final 8. Il a choisi il a profité des circonstances, et notamment de sa défiance par rapport à Icardi, pour remettre ce 4-3-3 qui m'énerve. Parce qu'au bout du compte, il est stérile. Il est frileux. C'est la marque d'un manque d'ambition. Et c'est la marque de quelqu'un qui ne maîtrise pas, au fond, son projet de jeu. Voilà. Et c'est ça que moi, je reproche à Tourelle. Et c'est pour ça que le fait de le maintenir en poste, à mon avis, c'est une erreur. Ouais.
Donc là, vas-y, yes, vas-y. Mais même, on peut même parler du match aller contre Dortmund. Il nous sort ce 3-4-3 alors qu'il n'a jamais expérimenté pratiquement avec. Exactement. Mais pourquoi en fait? Parce qu'à un moment donné, l'entraîneur, dans certains clubs, il y a des entraîneurs qui correspondent à certains clubs. Et il y a des choses qui se passent au-dessus. Et l'entraîneur, il peut être mangé par l'environnement, par l'histoire de résultats. Et quand il fait son 4-3-3, quand il fait son 3-4-3 à Dortmund, c'est ça en fait. C'est que le club sort en 8e depuis 3 ans. Je ne peux pas me plomber sur le match aller. Et il invente un truc pour essayer de sécuriser, etc. Parce qu'il est mangé. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui imposes tes idées, c'est l'adversité ou c'est le contexte qui fait que tu fais des choix à un moment donné. Et tu vois, même pour la politique de tout le reste. Ancelotti, il disait dans un de ses livres, c'est quand on gagne qu'il faut renouveler certains joueurs, parce que quand tu commences à perdre, c'est trop tard. Et ben on est exactement là-dedans. C'est-à-dire que là, tu es allé en finale. Maintenant, est-ce que lui peut te ramener en finale dans un contexte normal, avec des matchs, aller-retour, etc. Oui ou non? La question, elle est là. C'est pas de récompenser un mec qui, tu te dis, il t'a emmené dans ta première finale. Et c'est pour ça que la réflexion, elle peut jamais être bonne à Paris. Parce qu'il t'a emmené en finale, donc on le garde. Mais moi, je m'en fous qu'il m'ait emmené en finale. Comment il m'a emmené en finale? Bravo. Mais quelque part, tu as fait ton métier, en fait. C'est pas non plus, il a rien fait d'extraordinaire. Il a eu de la réussite, il a fait ce qu'il fallait, il est allé en finale. Bravo. Est-ce que toi, tu peux nous ramener? Moi, ma réponse, c'est non. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et en fait, la vraie question du mercato, elle est là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on renforce l'équipe? Est-ce que le coach, il est toujours en mesure de te faire passer ce dernier cap ou pas? Et pour moi, non, parce que pour moi, la différence, elle se fera au niveau, je l'ai dit la dernière fois dans le podcast, au niveau de l'exigence hebdomadaire, on va dire, mais quotidienne, de l'intensité que tu mettras dans des matchs, même dans des matchs pourris, où les joueurs arrêteront de se faire des 1-2, 2000 1-2 parce qu'ils ont envie de s'amuser. Dans l'intensité que tu mettras à aller chercher haut, à courir, même dans un match où tu mèneras 5-0. Je sais que c'est dur. C'est dur pour un footballeur de mener 5-0 et de ne pas se faire plaisir. Mais malheureusement, ton salut à toi, il passera par là parce que la Ligue 1 ne te permet pas, en fait. Tu vois, on dit souvent, le Bayern, il gagne tous les titres et ils ont 10 points d'avance. Ouais, c'est vrai. Sauf que le dimanche, le Bayern, pour gagner un match, Ils écrasent leur adversaire. c'est plus dur. Alors, ils les gagnent, ils ont 20 points d'avance, mais dans l'intensité du match, c'est plus compliqué. Nous, on n'a pas ça. Quand on regarde le deuxième du championnat, Marseille l'année dernière, ils viennent au parc. En une mi-temps, ils sont balayés. 4-0 à la mi-temps. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a personne qui te pose des problèmes. Il y a Lyon qui te pose des problèmes. Parce que même si les scores sont là. Ce que tu aurais dû faire. Si, Yacine, ce que tu aurais dû faire, c'est gagner 8-0. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça l'exigence. C'est-à-dire que la deuxième mi-temps, tu ne dois pas la laisser. Et la deuxième mi-temps, tu as géré, tu t'es contenté du minimum. Moi, je disais toujours, à chaque fois, Paris doit aller chercher le record de points à chaque saison. Et on me disait, oh, mais tu sais, une fois que tu es champion, tu t'en fous. Ben non, tu ne dois pas t'en foutre. Tu dois aller chercher le record de points. Quoi qu'il en soit, même si tu es tout seul, tu dois avoir 100 points à chaque saison en Ligue 1 quand tu es le PSG avec ce budget, cette masse salariale, ce talent, cette puissance. Voilà. Et ils ne le font pas, malheureusement, parce que quelque part dans on va dire les strates supérieures, et à part Leonardo, on ne leur donne pas cette impulsion. Et encore une fois, là, je pense que du coup, on est tous d'accord. Sans doute que le choix qui va être fait, le choix managérial, le choix de gouvernance par le Qatar n'est pas le bon. Voilà. On le sait. Et malheureusement, mais ça, on peut jouer les lanceurs d'alerte et dire on en parlera dans quelques mois et on aura eu raison. Mais ça, on en parlait déjà il y a quelques semaines dans le podcast sur effectivement le projet sportif. Mais j'étais pas là. Vous ne m'avez pas invité. C'est pour ça qu'on en reparle. En vérité, la question, c'est quel est le projet sportif au Paris Saint-Germain? Si quelqu'un peut me dire les 10 dernières années quel était vraiment le projet, d'autant plus qu'on a changé de directeur sportif 4 fois, parce qu'il y a eu Leonardo au premier, ensuite on a eu Kluivert-Letang, ensuite Antero Henrique, et le retour. Voilà, c'est ça, et le retour de Leonardo. Mais pendant la dernière décennie, alors peut-être, je cite souvent l'exemple de Laurent Blanc, parce que c'est la seule période où il y a eu vraiment un projet de jeu bien défini. Et on voyait, c'est peut-être la seule période où il y avait un 11 titulaire bien identifié, parce qu'après, avec Unai Emery et Thomas Tuchel, il y a aussi eu pas mal de blessures, etc. Donc l'effectif a beaucoup tourné, mais le problème, encore une fois, c'est comment tu recrutes, pourquoi tu recrutes. Je voyais un article du Parisien il y a un jour
même si je doute de l'information, mais c'est pas grave. Mais en gros, il disait l'émir a flashé sur Kamavinga. Et le problème du PSG, c'est ça. C'est qu'en fait, quand il y a un jeune, Kamavinga, on ne le suit pas depuis ses 12-13 ans. Ça aurait été Liverpool, il l'aurait suivi depuis 10-11 ans. Mais nous, en fait, on prend des joueurs parce qu'ils ont été bons contre nous. Et ensuite, on se rend compte que peut-être ça sera une pépite. Et Kamavinga, il avait fait, c'est vrai, un bon match contre le PSG la saison dernière. Les matchs qui sont suivis, bon, il a fait des bons matchs, mais ce n'était pas non plus extraordinaire. Et là, c'est vrai qu'il fait plutôt un très, très bon début de saison. Et en fait, ce qu'il faut, c'est arrêter de faire des coups et vraiment définir quel sera le projet sportif, le projet de jeu pour les prochaines années au Paris Saint-Germain. Et c'est ça qui manque, selon moi. Le problème, je vais revenir juste un peu en arrière. La période notamment où pour moi, en fait, il n'y a pas de directeur sportif, où on laisse un peu les entraîneurs en fait recruter. Rappelez-vous les milieux de terrain que Paris a recrutés, et pour gommer une erreur, a recruté Krikoviak, Stambouli, hein Stambouli, voilà. En fait, le problème, c'est que quand tu n'as pas de ligne directrice et que tu laisses la main à l'entraîneur, voilà ce qui se passe. Parce que l'entraîneur, il a des affinités, parce que l'entraîneur, il a... Krikoviak, il vient pourquoi? Il vient parce qu'Emery arrive et qu'il a fait une belle saison avec lui à Séville. Et qu'il a connu les temps à Reims. C'est même plus que ça, c'est son témoin de mariage. Donc, t'imagines que voilà. Donc, en fait, le problème, il est là. Et c'est pour ça que moi, je dis que la politique, elle doit... Évidemment qu'il doit y avoir une discussion entre le coach et le directeur sportif, mais la politique sportive, elle doit être menée par le directeur sportif parce que c'est lui qui doit être à même de dire non, tel joueur profil, Paris, pas Paris, l'ambiance, est-ce qu'il va tenir, est-ce qu'il va pas tenir. Il faut connaître tous les joueurs, il faut connaître l'environnement, tu prends pas, encore une fois, on le répète, mais c'est pas grave, tu prends pas un joueur pour signer à Rennes, le même joueur à Paris, il peut pas vivre. Le même joueur à Bordeaux, c'est pas pareil, parce qu'il y a un club qui est calme, parce qu'il y a un club qui est moins dans l'ambition, parce qu'il y a un club où il y a tout un environnement. Il y a des choses à connaître sur les joueurs. Tu vois, c'est pas calme en ce moment. Il y avait quand même. Non, mais j'ai oublié son nom, le petit attaquant, l'attaquant italien qui était un peu fou là. Il avait dit? Non, qui est pas venu au PSG. Il est argentin. En plus, il est argentin, mais oui. Non. Ouais. Série A avant, c'est pour ça. Qui? Toniali? Non, un ancien, il a arrêté, mais bref, j'ai oublié son nom, qui a joué à la Roma, tout ça. Ah oui, Cassano. Cassano, voilà. Tu le mets à Paris, mais je t'annonce que c'est une catastrophe. Oui, mais... Voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné... C'était une catastrophe partout. Hein. Oui, aussi, mais je crois que sauf pour les établissements de nuit. Ouais. Voilà. Non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Et qui sont fermés là, en ce moment. Je te rappelle. Donc, il n'aura pas le choix, il devra aller à l'entraînement et repartir très tard. C'est pour ça qu'il y a des profils qui correspondent plus, etc., et dans le jeu, et voilà. Donc, moi, je pense qu'on est quand même, pour moi, on a un tournant. Voilà. Après, les amis, juste, on est un tournant, Yacine, mais sur le cas Kamavinga, sincèrement, si tu peux faire ce joueur, même dans un an, il faut le faire quand même. Bien sûr qu'il faut le faire, mais il faudrait l'avoir vu déjà un peu avant. Il faut changer un peu les méthodes de recrutement. Oui, c'est pas juste sur un match que tu décides de le recruter. Non, mais j'ai bien compris le reproche que tu leur fais, c'est de ne pas avoir suivi Kamavinga depuis son plus jeune âge. Je comprends ça. Il y a rien à dire. Je souscris. Mais il y a un constat à faire. C'est que ce joueur, même si c'est encore une promesse et que tu sais jamais, tu n'as jamais la garantie que la promesse va être tenue, mais ce joueur, il a un truc en plus. Il a un truc en plus dans le jeu, il a un truc en plus dans la vision, il a un truc en plus dans l'expression, dans l'intelligence. Dans la personnalité. Il a même un truc en plus dans la personnalité, dans la joie de vivre. Donc il est français. Et il est français. Et en plus, il s'est battu pour devenir français. Et international. En plus, et il est déjà international. Donc c'est quelqu'un qu'il faut évidemment prendre si tu peux le prendre. Moi, j'avais comme info que à la fin du mois de mai, Paris avait vraiment envie de transmettre une offre ferme sur Kamavinga. Une offre autour de 50 millions d'euros. Il y a un problème d'agent là. C'est Moussa Sissoko. Je ne suis pas sûr qu'il soit très en cours en ce moment au PSG. Ouais, mais avec Leonardo, ça va. Oui. Entre Sissoko et Leonardo, ça va. Mais en revanche, si ça se traite au niveau des actionnaires, c'est-à-dire d'un côté le Qatar, de l'autre côté de la famille Pinot, pourquoi ça ne se ferait pas? Voilà. Oui, en tout cas, tant qu'il ne coûte que 50 millions, fais-le. J'ai envie de dire, fais-le. C'est ton avenir.
Surtout que là, quand même, des pistes qu'on évoque pour le mercato parisien, on parle beaucoup de latéraux, on parle beaucoup d'un attaquant pour remplacer Choupo-Moting qui est parti. Mais au milieu de terrain, à part la piste Milinkovic-Savic, j'ai l'impression qu'on va se Il n'y retrouver a en rien. mercato à prendre un mec à la fin Il n'y a rien. en solution de secours, en route de secours. Ouais, mais Hugo, à qui Encore la faute? très À seul. qui la faute aussi? Alors là-dessus, moi, je vais critiquer un peu Leonardo. Je l'ai défendu tout au long de ces podcasts, mais là, je suis obligé de le critiquer un peu. Sulfateux. Comment? Non, mais c'est pas ça. C'est que comment tu peux te fixer simplement sur un seul joueur? On sait qu'évidemment qu'il a regardé mais il a regardé qui? Il a regardé Brozovic, Serie A. Milinkovic-Savic, Serie A. Est-ce qu'il y a d'autres? Il a regardé à un moment, c'est Pellegrini qui est à la Roma, le milieu de terrain. Voilà. Et en fait, c'est ça, moi, que des bons milieux de terrain. Et Sandro Tonali, évidemment, mais ça, c'était l'été dernier. Il a vite compris que ce serait impossible et il est pas revenu à la charge parce que Tonali, c'est pas possible. Mais en dehors de ça, des milieux, il y en a plein. Des championnats, il y en a plein. Il faut essayer d'aller voir ailleurs. Et ça, c'est aussi une des griefs qui est fait par le Qatar aussi un peu à Leonardo, c'est de chercher toujours dans la même direction. Et moi, je suis désolé, encore une fois, pour moi, Milinkovic-Savic, ce n'est pas le profil dont on a besoin aujourd'hui au Paris Saint-Germain. On a ciblé les postes, on a ciblé le poste qu'il nous fallait. Et pour moi, encore une fois, Savic, c'est un bon joueur. Hein. S'il vient, tant mieux. Je ne vais pas vous dire non. Mais à ce prix-là, à 60 millions ou plus, parce qu'il y aura sans doute des bonus, mais tu flingues ton mercato. Parce que déjà, tu as du mal à trouver des latéraux. Le marché, il est très compliqué. Tu vois? Donc, si tu mets 60, tu fais un all-in sur Savic, comment tu fais un. Et tout à l'heure, on parlait de Skriniar. Mais Skriniar, c'est pareil. Il lui reste, je crois, 3 ans de contrat. Il a quel âge? Il a 25 ans, Skriniar. Il va coûter donc, bon. donc, 50 millions, alors que tu as déjà 4 défenseurs centraux. Tu as Kerrer, Diallo, Kimpembe et Marquinhos. Oui, donc, si vous me dites que c'est la priorité Skriniar, moi, je ne comprends pas. Quoi, tu vois. Mousse, sur les 4, il n'y en a que 2 qui ont des garanties de très haut niveau. Il te faut un 3e défenseur central de très haut niveau. Pardon de dire que Kerrer ne fait pas l'affaire. Si tu regardes les autres effectifs, Yacine, il l'a dit la semaine dernière, tu verras toujours 2 bons défenseurs centraux et ceux qui les remplacent, ils sont pas du tout du même niveau. Tu peux pas, parce que sinon il en faut un 3e dans les grands clubs, dans tous les mais grands pas clubs. Du niveau il y a quand même, il y a 1, 2 et le 3 qui est juste en dessous. Et donc je crois. Kerrer et Diallo, pour moi, ils sont pas juste en dessous de Marquinhos et Kimpembe. Ils sont bien en dessous. Tuchel, il joue dans une défense à 4. Donc là, lui, le projet, c'est d'installer Kimpembe et Marquinhos. Si tu fais venir Skriniar, tu penses qu'il va accepter d'aller sur le banc ou tu vas remettre une concurrence entre Kimpembe et... La rotation. Attends, les gars, dans une saison normale, à 38 matchs de championnat, il y a une rotation. Mais ils veulent jouer quel type de match, Geoffroy? Ils veulent jouer la Ligue des Champions, ils veulent jouer les matchs importants. Oui, mais si on prend le temps de jeu au PSG depuis QSI, il y a toujours eu une rotation, par exemple, derrière, en tout cas jusqu'à cette saison, entre Marquinhos, Kimpembe et comment s'appelle-t-il? Parce que Tuchel a fait de la politique. Thiago Silva. Parce que Tuchel a fait de la politique. Parce que tu sais très bien que cette année, c'était pas possible de mettre Silva sur le banc. Pourquoi il insiste avec Marquinhos en 6? Sauf dans l'idée peut-être de toujours maintenir Marquinhos en 6 cette saison et à ce moment-là de recruter un défenseur central pour qu'il puisse être associé à Kimpembe. Mais ça serait complètement fou d'insister avec Marquinhos en 6 alors que tu as un Paredes dont c'est le poste que tu n'as jamais utilisé à ce poste. C'est compliqué, tu vois. On est d'accord. Il y a un milieu de terrain, pour le coup, qui justifiait qu'on se batte. Pour lui, c'est Thiago Alcantara. Parce que c'est lui qui, finalement, représentait le plus la proximité avec Thiago Motta et avec ce qu'on recherchait en termes de vision du jeu, de maîtrise technique, de capacité à casser les lignes. Enfin, voilà, Alcantara, sur la finale, il a été... Même Brozovic, c'est pas mal. Classe mondiale. Ouais. Voilà. Et en fait, donc, le mec va partir à Liverpool, probablement, et Paris va se tourner vers des gars dont tu dis à juste titre... Est-ce que le joueur, Geoffroy, on oublie un détail, mais est-ce que le joueur, lui, veut jouer en Ligue 1? Je ne suis pas sûr. Hein. Est-ce que tu lui as vendu le projet? Est-ce que tu lui as vendu le projet? Ça, c'est autre chose. Non, mais quand tu es allé chercher Neymar, est-ce que Neymar voulait jouer en Ligue 1? Non, tu as payé sa clause. Tu vois, voilà. À un moment, il faut. Tu sais très bien que quand les joueurs viennent à Paris, au niveau des conditions salariales, c'est XXL, c'est tellement XXL qu'ils ne veulent jamais en partir. Et de toute façon, le niveau de salaire tient lieu de projet et tient lieu d'assentiment. Je suis d'accord. Le problème, c'est que les clubs de première ligue peuvent s'aligner sur les salaires du PSG et tu le sais mieux que moi. Tu vois, oui. C'est-à-dire que nous, sur le salaire,
sur le salaire, on ne peut pas trop concurrencer les clubs de Première Ligue. Bon, après, c'est vrai qu'on est dans une année de Covid. Même si je suis d'accord, Liverpool, peut-être moins que Liverpool Manchester a perdu City ou beaucoup United. d'argent cette saison. Ils ont anticipé des grosses pertes pour la saison prochaine, à tel point que le capital va probablement s'ouvrir à un autre fonds d'investissement américain qui possède des franchises aux États-Unis, et qu'il est possible qu'il y ait un changement d'actionnariat dans les 2 ans à venir. Donc Liverpool, c'est un club qui va quand même faire attention à ses finances cette saison. Ouais. Oui. Bon, en tout cas, pour clore sur le sujet, je pense qu'on a été complet sur le conflit qui oppose un peu Leonardo et l'ami Thomas Tuchel. On a même parlé de Mercato, tu vois. Ouais, ben oui, mais de toute façon, en plus, on en a jusqu'au 5 octobre. Donc, comme la saison est T'as partie. pas d'autres pistes, Geoffroy, pour les auditeurs. Les gars, c'est vous les spécialistes. Pour l'instant, j'ai dit ce que je savais. Il n'y a pas grand-chose, c'est vrai. Mais c'est vrai, qu'il n'y a pas grand-chose. On en parle toutes les semaines, Geoffroy. Il n'y a pas vraiment ça. Soit c'est vraiment fait en sous-marin et personne ne sait, soit c'est comme. Alors, pour Bellerin, je fais une petite pardon, juste, Mousse, avant que tu parles de Bellerin. Vous savez, tu sais comment je travaille, Hugo, puis toi aussi, Mousse, on a eu l'occasion d'en parler, etc. Je ne suis pas un spécialiste de mercato. Okay, je donne des infos quand je les ai. Voilà. Et je donne des infos, quel que soit le sujet, quelle que soit la nature de l'info. Voilà. Vous êtes beaucoup plus spécialisé que moi sur le mercato. D'ailleurs, je vous suis régulièrement dans ce que vous donnez. Donc, par définition, vous en savez plus que moi. C'est une évidence. Voilà. D'ailleurs, justement, sur le dossier Hector Bellerin, Mousse, je te lance dessus. Oui, je me suis renseigné ces dernières 48 heures. Effectivement, il y a un réel intérêt pour Bellerin. Leonardo s'est entretenu plusieurs fois avec l'entourage du joueur pour lui vendre justement le projet. Le joueur n'est vraiment pas contre venir au Paris Saint-Germain, parce qu'il sait déjà il y a une participation assurée tous les ans en Ligue des Champions, et ça fait très longtemps qu'Arsenal ne joue plus la Ligue des Champions. Et ensuite, tu as l'opportunité de jouer avec des grands joueurs. Et troisièmement, tu as quand même pas mal d'hispanophones et beaucoup d'espagnols. Donc, pour toutes ces raisons, et évidemment la ville de Paris, on sait que Bellerin est un peu une fashion victime. Moi, ça ne me dérange pas. S'il est bon sur le terrain, c'est l'essentiel. Donc, peut-être que l'idée de vivre dans la capitale de la mode le séduira. Mais surtout, ce que j'ai appris qui est très important, c'est qu'en fait, Arsenal, le prix plancher, où il pourrait vraiment le laisser partir, ce serait 30 millions bonus compris. 30 millions d'euros bonus compris. Ça voudrait dire peut-être 25 plus 5. Ce qui est oui, pour un latéral de niveau de Bellerin. Bellerin, il a été quand même souvent blessé ces dernières années. Il a eu du mal à revenir à son niveau qu'il avait au début. Après, il s'est fait prendre la place par Maitland-Niles, notamment le jeune Gunner. Donc, Bellerin a 30 millions. C'est vrai que Bernat est une bonne surprise aussi. Il y avait beaucoup plus de doutes à l'époque sur Bernat qu'aujourd'hui sur Bellerin. Je parle de son physique. Donc, par contre, le pari, c'est un pari à 30 millions d'euros, pas à 7 ou 8 comme Bernat. Donc, il faudra faire attention, mais ça reste à droite la piste la plus chaude. Voilà. Mais Yas, pour un peu parler du profil d'Hector Bellerin, c'est quand même un défenseur, un contre-attaquant. C'est quand même un défenseur qui est à latéral droit, qui attaque beaucoup. Et c'est pas forcément ce qu'on cherche au PSG. C'est un défenseur espagnol, quoi. C'est un latéral espagnol, mais en même temps, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, ils font quoi nos latéraux? S'ils sont ni contre-attaquants ni défenseurs. Donc, en même temps, on peut prendre un qui sait faire quelque chose. Voilà. Donc voilà, après, Bellerin, de toute façon, moi, aujourd'hui, il y a tellement de joueurs à des prix, je me dis, c'est pas possible, que 30 millions, je ne vais même pas juger. Bah ouais, tu peux pas juger 30 millions. Aujourd'hui, c'est le prix d'un joueur lambda. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais en tout cas, c'est sûr que c'est mieux que tout ce qu'on a. Donc, voilà, des latéraux, il n'y en a pas non plus 50 000 sur le marché. Voilà, je reprends souvent la même chose, mais aujourd'hui, par exemple, au Real, un Carvajal, c'est plus du top niveau. Le Barça joue avec Semedo. Bon, voilà, c'est pas à part Alexander Arnold, franchement, aujourd'hui. Le Bayern joue avec Pavard. Voilà. Oh, Pereira de Leicester, c'est pas mal. Hein, bien sûr, mais il y a Pereira. Enfin, les amis, si le PSG avait dans son effectif un Kimmich qui jouait couloir droit, moi, ça m'irait très bien. Ça m'irait très, très bien. Non, mais il y en a 2 ou 3, quoi. Pourquoi Kerrer, non? T'es pas fan? Non, mais on a vu les limites du garçon. Je te taquine. Hein. Oui, évidemment. D'accord. Non, mais encore une fois, moi, j'aime pas avoir des jugements définitifs sur les joueurs. C'est compliqué. Après, c'est pas son poste. C'est pour ça que moi, je peux comprendre. C'est pas son poste. Mais c'est pas possible, quoi. Les tu vois, hier, en équipe d'Allemagne, hier, il joue. C'est Yacine qui me l'avait appris en m'envoyant un message. Il a joué en position d'ailier.
Donc voilà, tu vois, Ça veut dire que carrément, il ils ont mis continue Emre de. Voilà. Can. Emre Can, il a joué 3e défenseur central et pas Kerrer. Donc c'est pour te dire quand même que même Joachim Löw sur le côté défensif déjà, le doute qu'il a sur le joueur. Son poste de formation, c'est défenseur axial. Le mec, il met Emre Can derrière pour couvrir Kerrer. Moi, je comprends pas ce que Kerrer fait au PSG. Je ne comprends pas ce qu'il fait en équipe d'Allemagne. Là, il y a un mystère que je ne m'explique pas. Là. En tout cas, moi, ce que je me demande, c'est pourquoi Tuchel ne l'a jamais essayé, parce que c'est aussi un de ses postes devant la défense. On ne l'a jamais essayé. Peut-être que il aurait peut-être donné quelques satisfactions. Peut-être, voilà, peut-être. Peut-être qu'il a fait l'entraînement aussi. Hein. Peut-être qu'il a fait l'entraînement et que ça n'a pas donné satisfaction. On est insider, on n'est pas non plus dans les entraînements du PSG. Voilà, on a le droit les médias. Ah bon, je croyais que vous étiez partout, moi. On a des partout, Geoffroy, mais tu sais. Attends, Mousse nous a raconté des choses qui prouvent qu'il a quand même des antennes. Bien sûr, mais on est un petit peu quand même. Les yeux laser là. Bien sûr. On n'est pas à tous les entraînements tous les jours, donc on a peut-être oublié, on a peut-être zappé Kerrer quand il a été testé en milieu défensif. Alors, on va terminer quand même sur on va y revenir, on va pas y passer longtemps non plus, mais sur l'actu la plus chaude qui concerne le Paris Saint-Germain. Et ça a été dévoilé par le PSG lui-même. Le PSG qui a confirmé 3 nouveaux joueurs positifs au Covid au sein de l'effectif. Le journal L'Équipe qui a donné comme info que c'était Keylor Navas, Mauro Icardi et Marquinhos qui étaient touchés. Donc les joueurs ont été placés en quarantaine, comme le dit le tweet que le PSG a mis hier, avec interdiction de prendre part aux entraînements collectifs et aux compétitions, donc ces 14 prochains jours, à moins de produire 2 tests négatifs à 48 heures d'intervalle. Mais surtout, ce qui est un peu pas dramatique, on espère en tout cas que la santé des joueurs n'est pas trop, qu'il n'est pas trop touché, que c'est pas très très grave. Voilà, évidemment la santé avant tout. Mais les 3 joueurs viennent s'ajouter aux 3 joueurs déclarés déjà de mercredi, avec Neymar, Leandro Paredes et Angel Di Maria. Donc ça porte au total à 6 quand même. Selon le protocole sanitaire imposé par l'FP pour l'instant, parce qu'il va être changé. Après, il y a eu un procès verbal du conseil d'administration de la Ligue hier qui s'est tenu. Il sera peut-être changé. Il sera peut-être changé. En fait, ils attendent d'avoir l'agrément de la cellule interministérielle de crise qui doit trancher avant jeudi prochain. Et donc, ce nouveau protocole, ça permettrait donc au match Lens PSG déjà de se tenir. Et ça serait les clubs qui doivent donner une liste à la LFP de 30 joueurs. Selon une fréquence mensuelle, voilà, jusqu'à la fin de l'année civile 2020. Et si dans les 30 joueurs, 20 peuvent jouer et n'ont pas le Covid, la rencontre peut se jouer. Donc là, ce qui est un peu dommage pour l'instant, c'est que il faut 4 cas avérés déclarés par le club sur 8 jours coulants après le premier cas déclaré pour que le match prochain du club en question soit reporté. Mais pour l'instant, le match Lens PSG de jeudi prochain n'est pas mis en cause. C'est la chaîne Téléfoot qui a annoncé aussi hier que la commission médicale de la Ligue estime qu'il n'y a pas de cluster au sein du PSG parce que les joueurs ont contracté le virus à Ibiza. Donc, ça ne met pas les rencontres pour l'instant en péril. J'ai une petite question comme ça, je sais bien. Alors, est-ce que pour vous, c'est une faute professionnelle de la part des joueurs du PSG ou c'est à l'image de la société on voit le virus se repropager assez rapidement et donc ça touche les joueurs du PSG comme ça touche des gens comme nous, la société, etc. Il y a en ce moment en France 7000 nouveaux cas par jour. Et ce sont principalement des jeunes qui sont asymptomatiques. Pourquoi est-ce qu'il y en a autant ? Parce que les tests se sont multipliés. Tout simplement. Si on avait fait autant de tests au début de la pandémie, on aurait eu évidemment ces chiffres-là et peut-être que le comportement collectif aurait changé. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un phénomène de jeunesse, qui n'est pas d'ailleurs que français, on va dire d'insouciance, voire d'irresponsabilité, qu'il faut les exonérer de l'absence de professionnalisme. C'est quoi le coût cumulé en transfert pour le PSG des 6 joueurs dont on a parlé ? Beaucoup. C'est énorme. Neymar, Paredes, Di Maria, Navas, Icardi. Voilà. On est à 400 millions d'euros. Voilà. En masse salariale, c'est monumental. On doit dépasser les 100 millions d'euros. Largement. Donc, on a quand même des joueurs parmi... Parce que si tu enlèves Kylian Mbappé, on a les joueurs les plus emblématiques de l'effectif. Donc, ces joueurs-là ont, je pense, fait une véritable faute professionnelle. D'ailleurs, alors, les dirigeants ne sont pas exonérés de responsabilité puisqu'ils n'étaient pas d'accord entre Leonardo et Tourelle déjà sur le fait qu'il fallait partir ou pas à l'étranger et sur le fait qu'il fallait décaler ou pas le match de Lens. Il y en a un qui voulait décaler le match de Lens mais qui ne voulait pas que les joueurs partent et l'autre qui ne voulait pas décaler. Ah,
Dès que Geoffroy dit quelque chose d'intéressant, il est coupé. Donc, on va le retrouver après. Ah, Geoffroy, t'as été coupé dans ton intervention. Vas-y, termine. Je t'ai coupé à quel moment? Dis-moi. Quand tu Le disais deuxième. que le. Vous voulez décaler le match, mais pas. Oui, alors, Tourelle ne voulait pas décaler le match, mais il était d'accord pour que les joueurs partent à l'étranger. Leonardo ne voulait pas décaler le match contre Lens, mais il ne voulait pas que les joueurs partent à l'étranger. Donc, finalement, comme ils sont d'accord sur rien, ça rejaillit au final sur l'effectif. C'est ça aussi qui faisait le sel de mon intervention de mardi dans le late. Mais au final, c'est une faute professionnelle. Et donc, on a quand même, que les matchs aient lieu ou pas contre Lens et contre Marseille, on a quand même 6 joueurs qui ne pourront pas jouer. Le Classico, qui n'est pas le petit match de début de saison, quand même, normalement. 6 joueurs majeurs de l'effectif du PSG ne pourront pas le jouer. Enfin, c'est une aberration. Ça mériterait quand même une sanction salariale. Si le PSG était l'institution qu'il dit qu'il est, il devrait faire une retenue sur leur salaire. Yacine, qu'est-ce que tu penses de ça, des informations qui ont été dévoilées hier? Oui, c'est grave dans le comportement. Parce qu'il y a aussi plein de gens qui sont forcés en fait d'aller travailler dans des conditions, etc. Et à un moment donné, tu peux pas. Le club, et même le club aurait dû donner des consignes très strictes. Tu peux pas dire aux joueurs en pleine saison, malgré tout, avec les salaires qu'ils ont, et parce qu'on est en pleine saison. On n'est pas entre deux à se dire est-ce qu'on leur laisse un peu et tout. On est en pleine saison. Ils auraient dû jouer samedi dernier. Donc déjà, il fallait être plus strict. Si effectivement l'institution est au-dessus, à un moment donné, c'était comme ça. Moi, je comprends l'histoire des vacances, hein. Mais après, tu peux pas faire n'importe quoi, partir avec n'importe qui, n'importe où, etc. La deuxième chose, c'est que le problème en France, c'est les conventions, entre guillemets, collectives, notamment du sport professionnel, où en fait, l'amende, elle va être l'équivalent de 1 jour de salaire, voilà, etc. Par exemple, en Angleterre, en Espagne, on peut te donner des amendes. Tu rates un entraînement, on peut te donner 70 000, 80 000 euros d'amende. En France, on ne peut pas. Tu rates un jour d'entraînement, tu prends 1 jour d'amende, quoi. Enfin, un jour de salaire de Neymar, c'est beaucoup. Hein. Oui, bien sûr. Mais en pourcentage, ça reste pour non, lui. Mais voilà. Ça fait une belle somme. Quand Oui, même. bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que. C'est quand même 100 000 euros. Hein. Oui, mais dans d'autres pays, on peut te donner une amende qui. C'est pas un pourcentage, c'est vraiment on te donne l'amende qu'on a envie de te donner. C'est quand même pas pareil. Donc, il y a ce problème-là. Maintenant, ce qui est clair, c'est que, voilà, faut être clair. Les joueurs, ils ont fait n'importe quoi. Ils vont plomber le début de saison. Ils vont plomber le match contre l'OM. Et on n'est pas à l'abri qu'il y en ait d'autres, hein, parce que là, on est à 6, mais d'ici 2-3 jours, vu comment ils se sont côtoyés, on va pas être loin des 9-10. Hein. Voilà. Et écoute, si la Ligue décide que s'il n'y a pas 20 joueurs, t'es forfait, tant pis pour nous. Voilà. Ouais, ça jouera avec d'autres joueurs. Mousse, pour te laisser conclure le podcast, l'équipe a sorti un 11 possible face à Lens avec tous les absents. Enfin, on rappelle avec Thiago Silva, Choupo-Moting, Noni et Auchiche qui ont quitté le club et pour l'instant n'ont pas été remplacés. Viennent s'ajouter donc les 6 dont on vient de parler. Donc le 11 possible, Mousse, et je te lance dessus, ça pourrait être Boulka ou Areola au goal, Dagba à droite, Kerrer, Kimpembe, Bernat pour compléter la défense, un milieu de terrain, Verratti et Ragay, et en attaque Sarabia, Mbappé, Draxler. Bon, voilà, sur le papier, tu peux jouer en Ligue 1 largement, mais voilà, ça montre les manques de l'effectif parisien qui n'ont pas été comblés avec les départs. Et en plus, les absences. Bon, moi, je vais peut-être être un peu moins sévère que mes deux camarades sur la faute professionnelle, etc. Ah, ça ne m'étonne pas de toi, tu es laxiste, je te connais. Parce que j'aime bien faire la fête, c'est pour ça. Non, je rigole. Non, en fait, il faut d'abord connaître les conditions dans lesquelles s'est déroulé le Final 8 à Lisbonne. Parce que moi, hier, en fait, avant le podcast, comme je savais qu'on allait en parler, j'ai appelé quelqu'un du PSG. On a discuté hier pendant 20 minutes, uniquement sur le sujet. On appelle ça une source, Mousse. Exactement. Sur le sujet, justement, de est-ce qu'ils étaient énervés, pas énervés, etc. Ensuite, on a d'abord discuté sur les conditions du Final 8. Alors, on le savait, on avait quand même quelques infos. On sait que, par exemple, les joueurs, c'était centre d'entraînement, hôtel, chambre. Quand il fallait qu'ils soient masqués toute la journée et lorsqu'ils devaient quitter la chambre, parce qu'ils n'avaient pas le droit de quitter l'hôtel. Hein. Ils pouvaient, et même dans l'hôtel, il y avait des zones il y avait des restrictions, quelques zones qui étaient restreintes. Et donc, il fallait qu'à chaque fois qu'ils portent le masque. Donc, ils ont vraiment vécu en vase clos pendant les 3 semaines, avec des conditions très drastiques. Exactement, le protocole de l'UEFA était très, très dur, et ils l'ont respecté à la lettre. Voilà. Ensuite, donc, ils sont arrivés en finale historique, etc. Donc, la réflexion au PSG, c'était de se dire,
les joueurs, ils ont joué le jeu pendant 3 semaines. Ils ont été professionnels pendant les 3 semaines. Ils sont toujours bien entraînés. Ils ont toujours été testés négatifs. Il y avait des contrôles, des tests tous les 2 jours, il me semble. Et l'idée, en fait, c'était quand les joueurs sont venus voir Thomas Tuchel pour leur demander quelques jours de vacances, Tuchel était d'accord et la direction du PSG, hormis Leonardo, ce que je veux dire, c'est plutôt la présidence, eux aussi, ils n'étaient pas contre. Ils étaient tellement heureux que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le résultat qui compte. Peu importe comment ça s'est fait. Donc, ils se sont dit, on ne peut pas braquer les joueurs et surtout, on ne veut pas fliquer les joueurs. C'est-à-dire, tu parlais, Yacine, il fallait leur donner des consignes, etc. Non, ils n'ont pas voulu, justement. Ils se sont dit, OK, on va les responsabiliser. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Après, je veux ajouter aussi que des cas de joueurs positifs, il y en a eu dans toute l'Europe, tous les clubs de Ligue 1, sans forcément aller à Ibiza. Mandanda, le dernier en date, je crois qu'il a été, il a été contrôlé positif 6 fois sur 6 tests, ou 4 fois sur 6 tests, etc. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas quitté la France et qui ont été contaminés. Donc, est-ce que vraiment, ils n'ont pas été responsables, ils ont fait des erreurs? Je ne sais pas, parce que, encore une fois, nous, on peut aller au boulot et l'attraper dehors, sur un postillon, que sais-je encore. Maintenant, je ne dis pas qu'ils n'ont pas été qu'il faut leur ôter toute responsabilité. Évidemment qu'ils sont responsables. Mais je trouve quand même qu'on en fait beaucoup, alors qu'il y a des cas dans les 20 clubs de Ligue 1 et parfois même plus qu'au PSG. Et je trouve qu'à chaque fois, pointer du doigt le PSG, comme l'a fait honteusement l'équipe hier avec leur very bad trip, tout ça pour vendre du papier, moi je trouve ça dommage. On peut pointer certaines irresponsabilités, je suis d'accord avec vous, mais je trouve qu'on en fait quand même beaucoup. Après, évidemment que c'est dommage pour le début de saison du PSG, je suis d'accord. Mousse, le fait que donc ces joueurs clés largement payés, grassement payés, comme on dit, ne soient pas disponibles, en gros, pour tout le début de saison, m'embête, ça ne pose pas de problème. Mais si, ça m'embête, je l'ai dit. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en gros, la responsabilité, et encore une fois, je suis d'accord sur le fait qu'il y a des cas partout. Il y a eu plus de 30 000 décès en France, des centaines de milliers dans le monde. C'est une pandémie qui dépasse largement le cas des simples joueurs du PSG et des joueurs de foot pro en général. Mais tu sais tout ça. C'est pas comme si la pandémie, elle venait de commencer. Tu as pris tes responsabilités en demandant le report de ton match pour donner à tes joueurs des vacances après la déception de Lisbonne. Fais en sorte que ça se passe pour le mieux pour réduire justement pour réduire les incidences potentielles de ces vacances. Non mais Geoffroy, une question. Est-ce que c'est normal pour toi que la Ligue ait décidé de reprendre le week-end où il devait se jouer? Oui, non mais ça compte aussi dans la décision. Non, c'est pas normal. Okay, regarde c'était une erreur de la part de la Ligue. Ils reprennent à partir du 10 septembre. Attention. Je suis d'accord sur le fait que c'était sans doute une erreur de la Ligue. Évidemment. Mais tu sais quoi? C'est pas compliqué. Ce qu'on dit, c'est quoi? C'est que toutes les erreurs d'analyse, toutes les décisions erronées ou malheureuses, elles se payent tôt ou tard. Et là, elles se payent toutes très tôt. Ce match contre Lens n'aurait pas dû être reporté. Ça, c'est mon sentiment. C'est-à-dire que le PSG avait fait son début de saison, sa préparation, et c'était logique de jouer une semaine après la défaite contre le Bayern. Tu pouvais tout à fait jouer. Et si ça n'avait pas été demandé, eh bien, les joueurs ne seraient pas partis, n'auraient pas été positifs, et on n'en parlerait pas. Voilà. En fait, c'est l'histoire de ce podcast. C'est toutes les mauvaises décisions qui sont prises se payent tôt ou tard, cash, comme on dit. Et c'est dommage. C'est dommage que Paris n'ait pas encore grandi au niveau de l'institution, que les progrès dans l'établissement du club comme étant une entité au-dessus de tout, irréprochable, soit encore si lent. Voilà, c'est ça que je regrette, moi, par rapport à Paris. C'est une très belle conclusion, Geoffroy, mais je veux quand même laisser Yacine terminer le podcast. J'aurais bien conclu sur ça, mais je vais laisser la parole. Non, mais il n'y a pas de souci. Une petite chose, la première, par rapport à ce que m'a dit Mousse là, sur les consignes du club. En fait, quand je dis ça, moi, c'est parce que, malheureusement, aujourd'hui, déjà, la responsabilité des joueurs, on sont compris. Mais en plus de ça, le problème, c'est que tu te mets juste à la place de n'importe qui. Évidemment qu'au moment où on te lâche, tu as envie de tout lâcher, etc. C'était obligé que malheureusement ça parte comme ça. Bon, ça c'est autre chose. Le truc, c'est que je voulais revenir juste sur ce qui vient d'être dit là, sur les championnats.
La Liga, ils ont reporté les matchs du Real, ils ont reporté les matchs du Barça, ils ont reporté les matchs de l'Atlético, ça pose de problème à personne. Ils ont décidé de reprendre après les sélections, ça pose de problème à personne. Je veux dire, à un moment donné, ok, le PSG, ça, il n'y a pas de problème, ils ont fait des erreurs. Maintenant, on a quand même une ligue qui, dans son organisation, dans ses choix, catastrophique. Catastrophique. Parce que le choix du 23 août pour reprendre le championnat, on peut être sûr que ça veut dire quand même, on est quasiment sûr qu'on n'aura pas d'équipe à ce niveau-là. Que derrière, tu organises 2 journées, il y a une trêve internationale de 15 jours. Donc, à un moment donné, il y a quand même des choses qui ne sont pas normales. Ça, c'est clair et net. Et je pense que, d'ailleurs, voilà, en Allemagne, on reprend aussi après la trêve internationale. Et je le redis, en Espagne, on reprend après la trêve internationale et on a reporté déjà le premier match de l'Atlético et du Barça. Voilà. Donc, il y a quand même des choses qui ne vont pas du tout dans notre organisation, dans l'organisation de notre football, ça c'est clair. Voilà, je pense que tout le monde est un peu coupable. Et malheureusement, encore une fois, évidemment, ce sera le PSG qui sera montré du doigt, parce qu'effectivement, les Marseillais, je rappelle quand même que Marseille, ils ont eu aussi des cas de Covid, qu'il y en a... Arrête, c'est trop facile de tirer sur une ambulance. Il y en a à Strasbourg. Non, mais quand même, c'est pas honnête ce que vous faites, monsieur Yacine. À Strasbourg, on peut quand même dire que les mecs, ils ont carrément avoué être sortis à Genève en soirée, enfin, je veux dire, voilà quoi. Et on en a parlé vite fait, mais on n'en a pas fait non plus des caisses. Et pourtant, ça reste des footballeurs professionnels. Yacine, il n'y a pas eu de. C'est Strasbourg, Yacine, c'est pas pareil. Oui, je sais, c'est pour ça. Ah, il n'y a pas eu de une, du coup, alors. Non, rien. Pas de very bad trip. Si tu mets... Arrêtez de taper sur mes confrères de l'équipe, s'il vous plaît. C'est trop facile. Si tu mets en une Ludovic Ajor qui est Adrien Thomasson pour very bad trip, je pense que ça a moins d'impact que si tu mets Neymar avec Thierry Loret aussi, ça aurait été pas mal. Avec Thierry Loret qui est comme ça un peu énervé. Bon, voilà. Juste, je dis un mot sur l'équipe pour Geoffrey. Je taquine l'équipe, tu as raison. Pour Geoffroy. Geoffroy, pardon, parce que moi, ce que je critique à l'équipe, c'est les suiveurs du PSG. Hein. C'est pas l'équipe en général. Et voilà. Et cette une, pour moi, elle est honteuse parce que je vois pas l'intérêt, en fait. Je vois vraiment pas l'intérêt de mettre une sur Neymar en mettant very bad trip parce que, encore une fois, des cas, il y en a eu plein et ils n'ont pas forcément voyagé. Il y en a eu en France, en Espagne, en Italie, etc. Donc, évidemment, je taquine un peu, mais c'est uniquement sur la partie du PSG. Je n'ai aucun problème avec l'équipe, Geoffroy. Attention, moi, étant un ancien en plus de l'équipe et connaissant, on va dire, les réalités économiques des uns et des autres, je me garderais bien de leur jeter la pierre pour la politique éditoriale. Ils ont été dans la merde. Eux aussi, ils sont dans la merde à cause du Covid, à cause des pertes de vente qu'ils ont eues toute la fin de saison. Il y a un sujet économique à l'équipe, comme dans beaucoup d'entreprises de médias, et je pense qu'ils font ce qu'ils ont à faire pour essayer de corriger ça. Voilà. Après, on peut ne pas être d'accord sur les choix éditoriaux, mais il faut jamais oublier le fond des choses. Voilà, le fond et le vrai sujet, il est là pour les médias, c'est l'économie. On a un secteur qui est vraiment en péril, voire même sinistré. Pas du reste. Les deux sont un peu liés. Après, pour le reste, chacun interprète et juge comme il le veut. Je crois que ça y est, Mouster. Excusez-moi, j'ai reçu un appel, c'est pour ça. Désolé. Non, du coup, on va conclure le podcast. On est à 1h10 de podcast. Je pense on s'est laissé aller, là. T'as vu, Geoffroy, ça passe. Hein, ça passe toujours vite, de toute façon, les discussions dans le podcast du je vois plus Yacine, je vois plus personne. Je sais pas si vous me voyez. Nous, on te voit. Nous, on te voit. Voilà, c'est bon. Bon, en tout cas, je pense qu'on a été complet sur les deux sujets du jour. Je voulais te remercier, Geoffroy, d'avoir été avec nous. Hein. C'était un plaisir, les gars. On a sorti tard. On est sorti à minuit et demi. Mais on était là ce matin quand même pour tourner le podcast et pour parler du Paris Saint-Germain. Donc, merci à toi, Geoffroy. Et puis, tu viens nous revoir quand tu veux, quand tu as le temps. Avec plaisir, les gars. Merci beaucoup, Geoffroy. Merci encore. Merci d'avoir été avec nous sur le podcast. Et puis, on se retrouve bientôt. Likez la vidéo. Ciao à tous. Ça fait grandir la chaîne. Partagez, commentez. Voilà, ça nous fait toujours plaisir. Et ça permet à la chaîne YouTube du Paris United de monter. Merci à tous. Et puis, on se dit au prochain podcast. Salut à tous. Salut. Ciao.